Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Un cas de féminicide enregistrés en 274 jours depuis le début de l'année 2023 au Cameroun. Tels sont les chiffres issus de la comptabilité de Griot TV, première web TV féminine d'Afrique subsaharienne. Pour éviter de faire cette comptabilité, il est important de prévenir les violences dans le couple. Et même si on s'appesantit sur les violences faites aux femmes dans le couple parce qu'elles en meurent très souvent, sachant aussi que de nombreux hommes subissent des violences muettes, certes, mais qui sont de tueurs silencieux. Violence dans le couple et impact sur la famille. Le sujet mérite qu'on s'y attarde, qu'on s'y attelle, bref, qu'on s'y penche avec davantage du sérieux. Et pour ce faire, Marie-Gwen est la personne ressource que nous avons sollicitée pour cette édition de Fina Family. Elle est donc des nôtres dans ce studio. Marie-Gwen, bienvenue et merci de nous accorder une partie de votre précieux temps sur ABK Radio. Merci à ABK Radio, merci à Fina, merci aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Pour moi, c'est un privilège d'être là à cette brillante émission. Cette émission qui veut guérir les familles, apporter des solutions dans des familles. Et c'est ce que je fais au quotidien. Donc, vous êtes la personne indiquée. Vous êtes là où vous devez être, coach en thérapie systémique familiale. Vous êtes également administratrice de l'ECOFA, l'ECOFA qui correspond à l'école de la famille. Exactement. Voilà. Sidonie Ficat, je suis derrière ce micro de présentation. William Choualek assure la mise en onde de ce programme. Sergio Polo, le roi Polo 18, chante avec Barbara, la diva. Je te parle, tu me parles, on se comprend des mi-mots. Je te regarde, tu me regardes, les yeux pleins d'amour. Quand seras-tu vraiment moi? You, à moi tout seul, pour enfin vivre l'amour. Je te parle, tu me parles, on se comprend des mi-mots. Je te regarde, tu me regardes, les yeux pleins d'amour. Quand seras-tu vraiment moi? Ouais, à moi tout seul, pour enfin vivre l'amour. Ton odeur naturelle pour moi est plus chère que tous les parfums de grandes marques. Parfume-moi, Barbara. Chante Barbara. Ange Pilon, le prince Bakoko à Dakar. Les yeux rivés vers le ciel, je te vois à travers des nuages. Ta photo est plus que jamais gravée dans un coin de mon cœur amoureux. Sur ma poitrine, tu te reposeras. Hey, mon affection
Polo Bambi de Brazza et Emmanuel Bicheke. Écoutez la diva. C'est pour l'éternité. Pour l'éternité. Amour à vie, on s'unira plus que jamais. Plus que jamais. Amour à vie, c'est pour l'éternité. La cause est la haine. Amour à vie, on s'unira plus que jamais. Bolingo nanga tikanga na yemba bolingo ekomi ya kobondela mabanzo nanga nyonso se na yo nzoto nanga napesi yo makanisi nanga nyonso tikanga na yemba Sergio nakosusu abie C'est pour l'éternité. tikanga na kanisa Amour à vie, on s'unira. bolingo ekomi ya koluka C'est pour l'éternité. pour l'éternité Amour à vie, on s'unira plus que jamais. plus que jamais. Yéba, Doleka, on y va. Allez Sokoto, allez Sokoto, allez Solemba, Malembe, Oyo Eza, Rumba, Amour à deux, allez Sokoto, Amour à vie, Barbara Kanam, Sergio Polo. Merci pour cette musique de mise en condition en choix de William Tchoualek, à ce qui j'ai dit grandement merci. On a donc planté le décor et après cela, on aborde des questions sérieuses avec notre invité du jour sur Fina Family. Ça se passe sur ABK Radio 89.9 FM, la fréquence utile et agréable. Coach Marie-Gwen est notre invitée. Coach Marie-Gwen, on parle de violence dans le couple et de l'impact sur la famille. À quel moment est-ce qu'on fait allusion aux violences dans un couple? Justement, lorsqu'on parle de violence dans le couple, voilà, quand on parle de violence dans le couple, c'est vrai que on voit beaucoup le mari, Oui. un époux, une épouse, et voilà, c'est ce qui nous vient rapidement à l'esprit. Oui. Mais étant donné que je suis dans un processus systémique, Oui. le couple est dans un cadre particulier, Oui. et c'est dans la famille. Et la violence qui peut exister entre les conjoints, justement, peut, je peux dire, irradier et sortir de ce cadre d'intimité pour toucher tous les autres membres de la famille. Tout à fait. Ce qui fait en sorte que la violence ne s'arrête pas seulement au conjoint, mais la violence devient une réalité Oui. pour tous les autres membres de la famille. Oui. Donc ça veut dire que la violence peut-être qui pouvait voilà, se passer entre mari et femme, voilà, on voit ça entre les enfants. Et même le personnel même de la maison est impliqué. Ah oui. Donc je Le m'en vais comme personnel, ça. oui. Oui, je m'en vais comme ça jusqu'aux extrêmes. Oui. Parce que justement, je pense que nous vivons tellement de réalités et nous avons reçu tellement de cas en ce qui concerne la violence dans la famille. Et je pense que c'est important de pouvoir parler de ça Oui. et aller jusqu'à ce niveau. Tout à fait. Oui. Je voulais préciser que lorsque vous parlez du personnel de la maison, ça peut être la ménagère, ça peut être Exactement, le jardinier, ça peut être le chauffeur. Le peintre qui vient me Oui. mettre Oui, la oui, peinture la à un moment peinture. donné, le Oui. carreleur, ça peut être le personnel qui est à la maison à un moment donné. Oui. Oui. Donc, cette violence-là peut toucher également ces personnes qui côtoient le couple qui vit cette situation. Exactement. En fait, quand je veux parler de la violence, le cadre qui m'intéresse vraiment davantage, c'est le cadre de la famille. Oui. Et me limiter simplement à parler de la violence seulement entre deux personnes dans la famille, c'est un peu réduire le problème. Oui. C'est un peu trop circonscrire le problème. Oui. Parce que justement, le problème peut venir vraiment d'ailleurs. Tout à fait. Et ce qui fait que la maison se trouve en situation de crise parce qu'il y a la violence dans la maison. Tout à fait. Donc, je vois en fait la violence comme un ingrédient qui se retrouve dans la famille Oui. et qui peut justement entrer dans la famille de différentes manières. Tout à fait. Ça peut venir justement des promoteurs, Oui. qui est le mari, la femme, Tout à fait. les responsables. Ça peut venir même aussi, comme j'ai dit, du personnel même. Très souvent, de c'est maison. le cas également. Voilà, Oui. ça peut venir, voilà, des enfants. Des enfants, ils partent à la maison, après ils ramènent des choses. Oui. Et entre autres, la violence.
Donc, la violence, je le prends vraiment comme un élément, voilà, externe qui peut se retrouver dans la maison de différentes manières. Voilà. Donc, coach Marie-Gwen, quelles sont les formes de violence qu'on enregistre très souvent dans la famille? Parce que vous ne voulez plus qu'on parle simplement du couple, vous voulez qu'on parle de la famille et toutes les personnes externes qui pourraient être rattachées à la famille. Justement, j'y tiens tout simplement parce que nous avons observé justement que quand on dit violence dans la famille, les personnes que l'on regarde directement, c'est papa qui tape maman. Tout à fait. Voilà. Or, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça, la violence qui se passe dans la famille. Ça peut être maman qui tape papa. Par exemple. Voilà. Ça peut être des frères et sœurs. Oui. Voilà. Ça peut être le personnel de maison qui, voilà, pose des actes envers les enfants. Ça peut même être les responsables de la maison qui violentent même le personnel de la maison. Oui, oui. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire que dans les relations qui sont censées être saines, qui sont censées être conviviales dans la maison, on se retrouve à ce cas de, j'ai envie de dire, de barbarie. Oui. On se retrouve à des choses comme ça. Donc maintenant, parlons de violence même. La violence peut être physique. La violence peut être émotionnelle aussi. Oui. La violence peut être verbale. Oui. Donc, bon, la pour violence chaque cas, on va essayer de donner quelques psychologiques, exemples. Hein, oui. Pour la violence physique, ça peut être une gifle, ça peut être émotionnel. On met quoi dans émotionnel? Voilà. Dans émotionnel, on met les mots dégradants. Oui. Les mots qui rabaissent. Oui. De toutes les manières, on s'habitue dans la violence émotionnelle à recevoir des coups sur notre amour propre. Oui. Et des fois, l'excuse, le compliment amène l'autre à se prendre la tête parce que c'est souvent ça en famille. On dit que pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps le complimenter? Parce que quand on le complimente, les gens se prennent la tête et puis ils n'arrivent plus à reconnaître les limites. Donc, on sombre, on préfère envoyer des mots dégradants. Tu vois ta petite fille qui passe là, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais tu lui envoies un mot dégradant voilà, et ça l'affecte. Là, c'est une violence émotionnelle. Voilà, ça rentre dans les violences émotionnelles justement, parce que la violence émotionnelle, les émotions touchent à notre âme. Tout à fait. Et vraiment, pour atteindre l'âme, il faut utiliser la parole. Oui. Et c'est avec les mots. C'est avec ça que l'on atteint l'âme. Oui. Dans les mots qu'on utilise, les expressions même, les attitudes même, le regard. Oui, le regard. On a qui m'ont dit, m'a toisé, un mauvais regard. Voilà, lance, exactement. Ça vous frustre aussi, ça vous blesse. Ça blesse. Oui. Ça te met dans un état d'inconfort, d'insécurité. Oui. Voilà, parce que dans ton amour propre, tu as senti que la personne ne te valorisait pas. Tout à fait. La personne ne te donnait pas sa place. Donc, en termes de violence aussi, on voit aussi les privations. Oui. Donc, pourquoi est-ce que, en tant qu'être humain, on impose des interdits auxquels toi-même tu prends plaisir? Ça veut dire que si tu as la liberté, je prends un exemple, d'aller au boulot, d'avoir un travail, tu te retrouves à peut-être dire à ta femme que toi, tu ne le fais pas. Oui. Et pourtant, tu es une femme ambitieuse, tu es une femme qui est pleine d'énergie et qui veut s'exprimer dans la société, mais l'attitude que tu as vis-à-vis d'elle, c'est la privation. Non, tu ne fais pas ça pour une raison comme pour une autre. Et quand tu prives donc une personne a un droit, c'est de la violence. Oui. Même les personnes âgées. Oui. Les personnes âgées aussi sont des personnes qui souffrent aussi de violence. Oui. Vous avez un oncle qui est âgé, un papa, un grand-père et tout, mais il ne reçoit aucun soin. Donc, il ne reçoit aucune assistance. Il ne reçoit aucune marque d'attention. Oui. Et bien, lui, il est dans un très mauvais état. Oui. Il est dans un très mauvais état. Il n'est pas à l'aise. À partir d'un certain âge, naturellement, les amis ne passent plus parce que certains même tous sont fatigués. Voilà, sont fatigués. Certains sont alités et d'autres sont même décédés. Exactement. Voilà. Donc, alors quand tu n'es que préoccupé à monter, descendre sans t'arrêter un moment pour regarder ton papa, ta maman ou bien même ta tante qui a déjà un certain âge, elle a besoin de l'écoute, elle a besoin de chaleur. Là, c'est une autre forme de violence que tu es en train d'exercer. De violence parce que vous la privez
de votre affection, de votre présence, de votre amour. Exactement. Oui. C'est cela. On se limite très souvent lorsqu'on parle de violence à tout ce qui peut être baffle, qui physique, peut être bastonnade. Exactement. On ne pense pas qu'on pourrait blesser des personnes au quotidien, qu'on pourrait exercer des violences au quotidien dans la vie des proches. Et lorsque vous nous l'expliquez de cette façon-là, on comprend très bien que nous aussi, sans le vouloir, on exerce des violences sur des personnes qu'on est censé aimer et protéger. Oui. Et je veux même aussi dire que même le silence, le silence là, c'est une manifestation de violence dans nos maisons. Donc, le silence, c'est une torture psychologique. Oui. Vraiment, c'est une torture psychologique pour amener des fois l'autre à se plier à nos quatre volontés. Oui. Alors, on se retrouve dans un combat comme ça où... Mais on dit souvent que le silence est d'or, coach. Oui, le silence est d'or. Oui. Écoutez, le silence est vraiment d'or. Oui. Mais il y a des situations, il y a un temps aussi pour toute chose. Il y a un temps pour le silence, mais il y a un temps où il faut reprendre la parole. Oui. Et des fois, lorsque ce temps excède, lorsque ce temps va au-delà, ça devient excessif. Et nous savons que tout excès nuit. Donc, même aussi le silence, ça nuit à l'autre. Donc, des fois, dans le couple, on le vit. Madame décide de ne plus parler. Peut-être c'est le fort des hommes, je ne sais plus où ça... De quel côté de quel côté de côté la balance se pèse le plus. Voilà, exactement. C'est tout le monde. Homme, on est un peu dans les mêmes dynamiques. Voilà. Même les tout petits, ils savent très bien copier. Ils savent très bien copier les habitudes malsaines des adultes. Oui. Malheureusement, c'est ça le propre de l'humanité. C'est que les mauvaises habitudes sont vite captées par ces tout petits. Oui. Et alors, quand ils voient que le silence est une mesure vraiment qu'on peut utiliser pour avoir ce qu'on veut, alors on l'utilise. Eux aussi. Voilà. Ils entrent dans la danse. Ils entrent dans la danse. Pour faire un peu de chantage à papa ou à maman. Exactement. Et coach Marie-Gwen, l'on a coutume de toujours pointer un doigt accusateur sur les hommes. Mais est-ce que les femmes ne violentent pas les hommes à longueur de journée? On voit toujours ça, les réactions des hommes, mais parfois on ne voit pas que les femmes sont celles qui les y ont poussées à un moment donné. Ça, c'est vrai. De manière générale, par rapport à cette question, une chose que je veux relever, c'est que, vous savez, on se retrouve des fois dans ce genre de problème parce qu'on a des difficultés à se gérer soi-même, des difficultés à gérer l'autre et des difficultés aussi à gérer Dieu. Oui. J'en arrive jusque-là, pourquoi? Parce que nous venons de quelque part. Tout à fait. Nous n'avons pas juste apparu sur Terre comme ça. Tout le monde est sur Terre à cause de la volonté de quelqu'un. J'ai souvent l'habitude de dire, personne n'est resté quelque part pour dire, à partir de ce moment, voilà, j'atterris dans le ventre de maman et puis je commence à exister. Personne n'a fait ça. Mais nous sommes tous arrivés ici sur Terre parce que quelqu'un l'a voulu. Quelqu'un de suprême. Oui, et je parle de Dieu. Le Dieu qui a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. C'est de ce Dieu-là que je parle. Alors, lui, quand nous avons de la difficulté à gérer notre relation avec Dieu, quand nous n'arrivons pas à gérer notre relation avec l'autre, quand nous n'arrivons pas à gérer notre relation avec nous-mêmes, alors les réactions de l'autre vont toujours avoir un impact sur nous. Alors, il faudrait que l'on rentre dans une sorte d'école. Il faut aller à l'école pour pouvoir comprendre justement jusqu'à quel point l'autre doit m'amener dans mes retranchements. Et il faudrait aller à l'école pour réapprendre à vivre avec soi-même, pour réapprendre même à vivre avec l'autre. Parce que des fois, en tant que conjoint, au départ, c'est l'euphorie, c'est l'amour, c'est les papillons dans le ventre qui nous amènent des fois à rentrer dans une relation, mais sans vraiment connaître l'autre, sans vraiment connaître que l'autre, elle va utiliser des mots qui vont me faire sortir de moi. Tout à fait. Et des fois, on se retrouve à ça et on n'est pas préparé. Et l'impréparation fait en sorte que, face à certaines réactions, on
sort de nous. Et voilà, et puis on se retrouve avec la violence. On utilise la violence comme arme, on utilise la violence même comme bouclier. Et ce qui fait donc que la relation dans le couple, dans la famille, voilà, le dysfonctionnement s'installe. Oui. Donc, c'est important déjà de comprendre que vraiment, lorsqu'on en arrive jusque-là, il y a un problème dans ma relation avec Dieu. Oui. Il y a un problème dans ma relation avec les autres. Il y a un problème dans ma relation avec moi-même. Oui. Et je dois redécouvrir tout ça. Je dois repartir à l'école. Donc, la femme, elle doit partir à l'école d'apprendre peut-être comment ne pas pousser son mari à ses derniers retranchements. Et l'homme aussi doit aller à l'école de comment avoir la maîtrise quand bien même on l'aura poussé dans ses derniers retranchements. Oui, exactement. C'est vrai, on va dire que nous sommes des êtres humains. Oui. Et dans notre vécu quotidien, on apprend nos limites, on apprend nos forces, on apprend nos faiblesses. Et lorsqu'on se découvre soi-même, la plupart du temps, certaines personnes choisissent le déni au lieu d'affronter la réalité en face. Oui. Et de se dire, oui, je suis une femme qui met vraiment mal à l'aise mon mari. Oui. Et qui le pousse à ses derniers retranchements. Peut-être il faut que je voie ça. Tout à fait. Mais des fois, on se retrouve dans une position que non, s'il avance, il va me trouver. Oui. Donc, s'il essaie de mal poser, c'est lui qui m'a cherché. Oui. Et c'est souvent dans ça qu'on se retrouve. Oui. Or, il est important, et lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, ça veut dire qu'on nie en fait qu'on a un comportement nuisible. On a un comportement qui va installer un dysfonctionnement dans la famille et qui pourrait irradier, comme j'ai dit, et se retrouver. On a vu les enfants qui captent facilement les mauvais comportements des adultes. Bien entendu. C'est ce qui va se passer. Oui. Et il est donc important vraiment de vraiment faire le choix. C'est important de savoir vraiment à chaque fois qu'on se retrouve face à ces questions importantes, voilà, je me découvre, qu'est-ce que je fais? Oui. Et c'est important de prendre un temps de s'arrêter et de faire. Et c'est possible de changer parce qu'à un certain âge, on a l'impression, et il y en a qui disent que je suis née comme ça, j'ai grandi comme ça, et puis c'est un peu comme si c'était en fait, et rien n'est possible, on ne peut pas faire opérer un quelconque changement. Est-ce que c'est possible de changer? Il y a des questions où oui, non, c'est difficile. Oui. Mais moi, je connais Dieu. Oui. J'ai une relation avec Dieu. Oui. Et je sais qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, tout est possible. Tout à fait. Donc, il y a l'espoir. Oui. Bon, maintenant, la plupart du temps, lorsque les gens arrivent à dire « j'ai toujours été comme ça, je suis né comme ça », il est en train de faire un petit feedback vers son enfance. Et justement, l'enfance, c'est le lieu, c'est la période de la tellement de choses. La plus grande partie de ce que nous sommes en tant qu'adultes se dessine. Oui. Et lorsque justement dans l'enfance, il n'y a pas eu une certaine présence, il n'y a pas eu un certain accompagnement, alors on arrive, on grandit, mais on est déformé. Oui. Parce que justement, la présence qu'il fallait à un moment donné, on ne l'a pas eu. L'élément qu'on devait avoir, on ne l'a pas eu. Ce que les parents devaient faire, ils n'ont pas fait. Ils ne nous l'ont pas donné. Oui. Ça peut être par ignorance. Tout à fait. Ça peut être justement les circonstances de la vie. Parce que il y a des... Parce qu'ils n'ont pas été là aussi. Oui, parce qu'ils n'ont pas été là. Parce qu'il y a des parents justement qui meurent. Il y a des mamans qui meurent sur la table d'accouchement. Il y a des hommes qui partent sans voir leurs enfants grandir. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a donc ce manque-là qui crée un vide et qui bâtit. L'être humain finit par se bâtir avec ses manques et puis demain on se retrouve avec ça. Et voilà pourquoi vraiment pour des parents qui sont en train d'éduquer leurs enfants, qui ont des enfants en bas âge, je les conseille vivement de s'arrêter, de prendre un temps pour examiner vraiment ce que je dois donner à mon enfant. Oui. Est-ce que je suis en train de le faire? Oui. Oui. C'est vraiment très important et c'est pour cela que des structures comme l'école de la famille existent, justement pour pouvoir apporter cet accompagnement aux parents et leur permettre de savoir est-ce que je pose les pas qu'il faut dans la vie de mes enfants.
Tout à fait. Il faut préciser que les citoyens de demain sauront ce que la famille leur aura permis d'être, parce que la base, finalement, c'est au sein de la cellule familiale. C'est de là que tout part. Oui. C'est ça le point de départ. Et lorsque les bases sont faussées, il va de soi qu'on aura des citoyens qui auront des comportements qu'on ne pourra plus maîtriser, simplement parce qu'à la base, au niveau de la famille, ce qui devait être fait n'a pas été fait. Coach Marie-Gwen, quelles sont les causes d'une absence d'harmonie dans le couple? On a parlé de cette école qu'on devrait faire, qu'on n'a pas fait, qui peut être à l'origine du désamour dans le couple, ou alors des tensions dans le couple. Oui. Il y a quel autre élément qui peut expliquer le manque d'harmonie dans une famille? Vraiment, les causes sont multiples. Mais la plupart du temps, lorsqu'on se retrouve dans une situation très inconfortable, on revient toujours à la base. Oui. Et ce qui fait que l'une des causes vraiment, ces derniers temps, que nous remarquons dans les familles, dans les couples, c'est l'impréparation. Oui. On veut être marié, on veut être en couple, mais on ne se prépare pas. Qu'est-ce qu'il faut pour être vraiment en bon couple finalement? On se prépare comment? Oui. Dans le couple, il y a des rôles. Oui. Il y a des rôles à jouer. Alors, il faut comprendre ce rôle. Il faut comprendre en tant qu'homme ce que j'ai à faire. Oui. Il faut savoir en tant que femme ce que j'ai à faire. Et il faut comprendre aussi l'autre. Oui. Il faut que la femme apprenne comment fonctionnent les hommes. Oui. Il faut que l'homme apprenne comment fonctionnent les femmes. Oui. On est des êtres humains, mais on n'est pas constitués de la même manière. Même sur le plan physiologique, on est souvent dans certaines humeurs, qui ne dépendent pas de toutes les manières. Tu ne te lèves pas le matin avec l'intention de te fâcher, par exemple. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce matin, tu te lèves et tu es de mauvaise humeur. Tu es de mauvaise humeur. Journée, voilà, tu es de mauvaise humeur. Oui. Donc, on doit apprendre que l'autre, nous sommes tous constitués d'une certaine manière, mais seulement il y a des différences. Oui. Et c'est important de pouvoir tenir compte de ça et de se préparer justement à faire face. Oui. Parce que ça, même si vous prenez des cours, vous apprenez à connaître comment ça se passe. Maintenant, il faut passer à la pratique. Oui. Et c'est à la pratique justement qu'il faut... on a besoin de patience pour attendre justement que l'autre... puisse se mettre au même niveau. Au même diapason, pour que vous puissiez vous accorder, pour que vous puissiez même vous connaître. Tu vas peut-être mettre ton pied ici, ça va énerver l'autre. Peut-être tu vas chercher à comprendre, mais pourquoi est-ce que ça l'énerve tellement? Tu vas juste chercher à garder ton pied là. Et tout cela se passe à quel moment? On prend peut-être l'exemple d'un couple qui voudrait se marier. On sait aujourd'hui, vous êtes très porté vers la parole de Dieu. On sait également que la fornication, c'est quelque chose d'interdit. À quel moment est-ce que tout cela se vit? À quel moment on vit l'autre? À quel moment on partage ces moments? À quel moment on pratique ce qu'on aura appris, si ce n'est dans le mariage? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une phase... parce que si dans le mariage, finalement, on est dans la pratique et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas, comment est-ce qu'on fait alors qu'on est déjà marié? Oui. Dans la vie, on aura toujours des surprises. Oui. Et je pense que tous les mariages ne se ressemblent pas. Oui. Et je pense qu'il est aussi important de comprendre que chaque mariage a un but. Mais la plupart du temps, on se met là-dedans sans vraiment poser la question pourquoi. Pourquoi je suis avec toi? Pourquoi nous sommes ensemble? On se marie un peu plus pour veut avoir un statut social. Voilà, c'est tout c'est les éléments superficiels là qui vont faire en sorte que on se mette ensemble. Oui. Le statut social, la stabilité, peut-être en tant qu'adulte. On recherche tout simplement ça, mais c'est très superficiel. Oui. Parce que dans le couple, tu vas faire face à certaines réalités. Oui. Vous allez vous retrouver, moi je veux aller dans cette direction, mais l'autre il veut aller dans l'autre direction. Par exemple. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là finalement qu'on se pose la question, mais pourquoi on est ensemble? Voilà. Et c'est comme ça que l'amour se dégrade. La personne qu'on a admirée, qu'on
qu'on a même idolâtré, voilà, devient notre ennemi. Oui. Et dans le couple, c'est la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Oui. Comment celui qu'on a aimé devient notre ennemi demain. Donc, il est vraiment important de se poser des questions fondamentales. Et les questions fondamentales qui nous aident vraiment à nous projeter, c'est les questions pourquoi. Voilà. On va revenir sur ces questions. Vous allez nous en donner quelques-unes juste après cette petite pause. Alors, qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Avec MTN 230, c'est plus de 237 gagnants de 100 000 francs chaque jour. Fais un paiement Momo à partir de 237 francs et deviens le porteur de ton secteur. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Fika. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Merci de nous rejoindre sur ABK Radio 89.9 FM. L'émission c'est Fina Family et nous parlons aujourd'hui des violences dans le couple et de leur impact sur la famille. Et notre personne ressource de ce jour n'est autre que coach Marie-Gwen, avec qui nous parlions tout à l'heure du pourquoi. On doit se poser les questions. Pourquoi est-ce que je dois me mettre en couple avec un tel ou un tel autre? Et ces questions-là, c'est quoi? Je dois me mettre... Bon, quand on a fini de se poser la question pourquoi, on dit parce que maintenant. Je dois me mettre en couple avec lui parce que c'est les parce que nous voulons avoir maintenant. Voilà. Pourquoi je dois me mettre en couple avec tel? Oui. Peut-être je vais raconter un peu mon histoire. Bien sûr. à partir du moment où elle peut nous inspirer, nous sommes partants. Voilà. Dans mon petit chemin de vie que Dieu m'a donné, lorsque je rencontrais mon mari, j'étais très jeune. Oui. Vraiment vous l'êtes très toujours, jeune. Hein? On dirait que vous êtes mariée, vous l'êtes toujours. Alors, ça fait 17 ans que je suis mariée. Ah là là, 17 ans? Oui. Non, ne dirait pas coach. Oui. Vous faites très jeune, on vous donnerait 25 ans. Ah là, j'ai traversé depuis. Oui, on vous donnerait 25 ans. Voilà. Ça veut dire que vous êtes très bien conservé, justement, parce que... c'est la grâce de Dieu. Voilà, merci. Wow. Félicitations. Merci. Donc, comme je le disais, j'étais très jeune. Oui. J'avais 16 ans lorsque on s'est rencontrés. Oui. Et à cet âge-là, déjà, je me posais vraiment des questions assez significatives sur la vie. Oui. Donc, déjà que j'ai reçu une éducation, je veux dire, spirituelle, biblique, basée sur la Bible, parce que mes parents, ils nous ont élevés avec, pour standard, vraiment la Bible. Oui. Et chemin faisant, j'ai adopté cela comme la référence de ma vie. Tout à fait. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais pourquoi suis-je sur terre? Oui. Pourquoi Dieu m'a envoyé là? Qu'est-ce que je fais là? Et cette question, je vous assure, il n'y a pas de réponse adaptée. Il n'y a pas... tu n'ouvres pas la Bible oui, et tu trouves trouver les réponses à l'intérieur, naturellement. Oui. Alors, pour réussir à comprendre pourquoi, il faut faire une activité. Oui. Et cette activité à faire, c'est étudier la Bible. Oui. C'est dans l'étude que l'on fait, justement, de la Bible, que l'on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce que Dieu nous a créés. Oui. Et moi, j'ai compris que Dieu m'a créé pour l'adorer. Oui. Et adorer Dieu, ça veut dire faire sa volonté et faire ce pourquoi il m'a envoyé ici sur terre. Et dans mon chemin de vie, j'ai compris que je devais être la femme d'un homme qui sert Dieu. Oui. Et c'est ce qui est arrivé. Et quand donc on était au niveau des fréquentations, alors mon mari me demande un jour, mais si un jour tu épouses un pasteur, est-ce que tu es prête à épouser un homme qui va se mettre au service de Dieu? En fait, moi, je lui ai simplement dit, si c'est pour servir Dieu,
vraiment de tout ça, si c'est vraiment pour servir Dieu, je ne peux pas refuser si c'est cet homme-là que Dieu m'envoie. Parce que justement, j'avais déjà la certitude que Dieu voulait que je l'adore, Dieu voulait que je vive ma vie pour accomplir la mission pour laquelle il m'a envoyé ici sur terre. Donc, lorsqu'il m'a posé cette question et que chemin faisant, parce que quand je rencontre mon mari, il n'est pas pasteur. Non. Voilà. Mais au moins, il y avait déjà cela envisager d'être la femme d'un pasteur. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oui, vraiment. À cette époque-là même... vraiment, si quelqu'un venait là et disait je suis pasteur, épouse-moi, j'allais dire non. Là, je n'allais même pas réfléchir. Oui. Je n'allais pas réfléchir. Donc lui, c'était un jeune homme qui se construisait, qui se cherchait dans la vie. Voilà, nous étions à l'école ensemble, on était au lycée et tout. Après, c'est l'université et puis voilà, le moment arrivé et puis on s'est mariés. Donc c'est dans le mariage justement que voilà, qu'il rentre vraiment dans ses fonctions quelques années après, quelques années plus tard. Et voilà, j'étais déjà préparée. Voilà, plus ou moins. Donc, on doit se poser la question de savoir ce qu'on veut. Oui, ça c'est la première. C'est vraiment ce qu'il faut se poser comme question. D'abord, moi, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire de mes journées? Qu'est-ce que je dois faire? Ma routine quotidienne, là, ça doit être quoi? Est-ce que c'est vraiment pour ça que je suis là? Et puis maintenant, chemin faisant, voilà, tu vas rencontrer la personne qui va t'aider à réaliser ce pourquoi Dieu... Mais il y a quand même des éléments qui vous ont retenu. C'est quoi ces éléments-là? Justement, j'ai envie de dire que moi, j'ai eu la grâce d'avoir... mon mari et moi, on a eu 7 années de fréquentation. Mais c'était des fréquentations dans la pureté parce que nous étions des chrétiens. Et aussi, quand moi j'allais, on était à l'école, moi j'allais dans une ville et lui il était dans une autre. Oui, peut-être on pouvait se voir quand on revenait chez nos parents parce que nos parents étaient dans la même ville. Donc à ce moment-là, on pouvait se voir, mais vraiment c'était dans la pureté. Et des éléments justement qui m'ont encouragée, c'est tu connais quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, 6, 7 ans. Ben, il y a des choses que tu vois. Il y a des défauts même de caractère que tu vois. Et il y a, bref, tu apprends à connaître la personne. Donc, ce qui fait que j'ai été convaincue que c'était vraiment le choix de Dieu pour moi. Et davantage son style de vie, sa manière d'être et tout ça, ça m'a convaincue que c'était vraiment l'homme qu'il fallait pour ma vie. Et même dans le mariage, il s'est encore bonifié. Donc, le mariage n'a pas été pour nous vraiment une aventure. Lorsque nous sommes entrés dans le mariage, nous étions préparés à vivre des circonstances qui vont nous bâtir. Et pas forcément qui vont nous bâtir dans la douceur. Il y avait des choses qui étaient dures à accepter. Il y avait des choses qu'il fallait abandonner. Il y avait des silences qu'il fallait respecter. Bref, c'est entrer dans le mariage, hein, c'est une autre école de formation de la personnalité. Et si tu n'acceptes pas justement d'être moulé, voilà. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Pour des personnes qui pensent qu'elles sont comme ça et puis rien ni personne ne pourra les changer, c'est faire fausse route si elles s'engagent dans le mariage. C'est faire fausse route. Que ce soit l'homme ou la femme. Que ce soit l'homme et la femme. Si tu t'engages dans le mariage avec pour objectif, je ne change pas, je reste telle que je suis. Je suis la personne la plus parfaite sur la terre. Non, tu as raté. Tu as raté. Je suis comme ça, si après on doit laisser là, il vaut mieux ne pas te marier, rester simplement célibataire. Coach Marie-Goued, comment est-ce que la violence entre les deux parents peut affecter les enfants, par exemple? Oh, ça c'est une situation vraiment très déplorable, très triste. Parce que lorsque des enfants voient des parents s'affronter, vous voyez, ils ne voient pas seulement 2 personnes qui se tapent comme leurs camarades. Parce que quand ils peuvent voir leurs camarades, ils peuvent négliger. Mais quand ils voient leurs parents qui se tapent, alors ils comprennent que les parents ne m'aiment pas. Mon père ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas. Donc,
Ils prennent ça sur eux. Ils trouvent que cette bagarre entre les deux parents, en fait, c'est à cause d'eux. Exactement. Ils sont des personnes indésirables. Exactement. Ils ne devraient pas être là. Exactement. Donc, c'est comme ça que les enfants vivent ça, peut-être sans avoir les mots, sans avoir des explications à donner. Donc, c'est ce qu'ils voient. Et ça les met dans une... Ça les plonge dans les angoisses. D'autres se renferment. D'autres deviennent violents. Tout simplement. D'autres deviennent violents. Donc, et tout ça, c'est peut-être des techniques pour s'en sortir. C'est des techniques qu'ils utilisent pour vivre la situation, pour faire passer le malaise. Monsieur peut dire comme ça, pour faire passer le malaise. Mais voilà, c'est ce qu'ils ressentent. Donc, peut-être pour renchérir davantage, vous savez, la violence n'est pas... Des fois, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est loin d'elles. Mais moi, dans ma famille très proche, nous avons justement une tata qui a vécu la violence pendant 17 années de sa vie. Les enfants sont nés dans la violence. Donc, ça veut dire qu'ils ont grandi dans cette atmosphère. Et ce que nous avons remarqué, justement, c'est que les enfants, aujourd'hui, sont déjà... des adultes. Certains sont des ados encore. Il y a des adolescents, certains sont des adultes. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans un autre cadre familial, il y a certaines aptitudes domestiques qu'ils n'ont pas. Vous voyez, on les corrige encore sur des choses banales, sur des choses basiques. Donc, ce qui fait en sorte que dans le cadre qui a été installé, à empêcher même ces enfants à s'exprimer socialement dans la famille, à pouvoir même donner la possibilité à la maman de pouvoir corriger, de pouvoir dire, alors, montrer vraiment ce qu'il faut faire. Parce que tu es acculé, tu es préoccupé par tes blessures. Tu es toujours sur la défensive. Tu vis vraiment avec l'angoisse de la prochaine bagarre ou bien de la prochaine bastonnade. Et cela te limite même dans tes fonctions de maman. Et ce qui fait en sorte que même dans la vie de ces enfants, tu es absent et tu ne leur apportes pas un certain nombre de choses. Et il est vraiment important, vraiment j'interpelle les familles. Vraiment, vous voyez, la personne qu'on voit, c'est surtout la personne qui est sous les coups. Mais j'aimerais qu'on porte aussi les regards sur la personne qui donne les coups. Cette personne-là souffre aussi. Cette personne-là a des problèmes. Donc, les personnes violentes peuvent souffrir, en fait, c'est avec des blessures. C'est les expressions, justement, des blessures. Et il est important, justement, que des familles, lorsqu'on se rend compte que, voilà, chez nous, là, on est trop violent. S'il vous plaît, arrêtez-vous dans la famille. La violence est destructrice. À qui on s'adresse à ce moment-là? Si on se rend compte qu'on a ce penchant vers la violence, on rencontre un psychologue. Je connais des familles, par exemple, où tous les hommes sont violents, du père au garçon. Ils sont tous violents. C'est-à-dire que leur femme vient et tout, elles subissent la même chose que leurs mères ont subi. Donc, je connais des familles comme ça. Et c'est pour cela que je dis, lorsque on remarque ça dans la famille, peut-être chez nous ici en Afrique, ou bien, de toutes les manières, la violence n'est pas un problème africain. C'est un problème mondial. Et lorsqu'on remarque ça dans la famille, je dis, il faut vraiment s'arrêter. Il faut vraiment s'arrêter pour pouvoir traiter le problème. Traiter le problème, c'est consulter, un psychologue. Traiter le problème, c'est voir ces 3 types de relations comme j'ai appris. Comme je l'ai mentionné plus haut. La relation avec Dieu, la relation avec les autres, la relation avec moi-même. Alors, il faut apprendre ça. Ce sont des choses à reconstruire. Ce sont des choses à réapprendre. Des fois, on se surestime beaucoup. Des fois, c'est que l'autre ne doit pas me dépasser. L'autre ne doit pas me dire ce que je dois faire. Tout ça, c'est... on va rester là, dire que c'est la bassesse, c'est quelqu'un de faible. Il est même faible. Il est faible, mais le coup qu'il te donne là, ça t'envoie à l'hôpital. Si ça ne te tue pas. Voilà, si ça ne te tue pas tout simplement. Alors, quelqu'un qui est dans cette posture-là doit vraiment chercher de l'aide. Chercher de l'aide.
que même ses frères et sœurs, un tonton ou qui sort du lot, un de ses proches, oui, qui sort du lot, vraiment prennent ce problème en charge. Parce que justement, les problèmes de famille, on dit que le linge sale se lave en famille, le lave sale se lave en famille. Mais le laver en famille, là, c'est venu seulement calmer les blessures de la personne qui a des coups et juste dire quelques mots. Des fois, même, on ne lui dit même rien. Des fois, même, il n'est même pas accessible. Or, il faut vraiment utiliser aussi des mesures fortes pour lui. Ce serait quoi, par exemple, comme mesure forte à utiliser? Les mesures fortes, il faut même aller jusqu'en justice si possible. Pour ça, je le recommande. Il faut même aller jusqu'en justice, aller vers les services sociaux, aller porter plainte, si possible. Regardez, les problèmes en famille, toute famille existe sous une institution. La famille n'est pas l'institution suprême. La famille existe dans un pays où il y a des lois. Et il faut tenir compte de ça. N'appelons pas seulement la loi quand on se dit, bon, on se lève, on divorce. On trouve simplement que la solution, c'est le divorce pour arrêter les coups, arrêter tout. Non, des fois même, tu vas vers la justice parce qu'ils ont aussi la charge. Ils ont aussi la charge de pouvoir être des personnes qui réconcilient, des personnes qui apportent des solutions. Pas seulement des problèmes, des personnes qui vont prononcer des sanctions et des jugements, non. Donc, en étant en justice, en faisant 6 mois en prison, en faisant quelques années aussi, voilà, ça parle. Et ces institutions-là, c'est institué par Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui institue les autorités. Donc, si une autorité existe quelque part, alors mettez-la au travail s'il y a du travail. Ne faites pas le travail à sa place. Donc la famille peut faire ce qu'elle fait. Les réunions, c'est important. Aller au service social, c'est bien. Mais ce serait meilleur, je dis toujours, ce serait meilleur si ce n'est pas la famille de la femme qui va au service social, mais que ce soit la famille de l'homme, dans le cas où c'est l'homme qui est violent. Et que ce soit la famille de la femme, dans le cas où c'est la femme qui est violente. Donc ne pas attendre que ce soit les membres de la belle famille qui réagissent. Voilà. Vous pouvez avoir un frère qui est violent. Vous, en tant que sa sœur ou son frère, vous décidez. Vous réagissez. Il faut réagir. Mais des fois, dans la famille, on trouve que on a été excessif. On est en train de détruire la famille parce qu'on fait recours au service de la justice. Non. C'est une solution qu'on cherche. Tant que dans la famille, un problème subsiste, utilisez toutes les solutions. Et des fois, les familles se refusent. D'utiliser les solutions idoines, les solutions qu'il faut. Des fois même, c'est là où Dieu t'attend pour pouvoir saisir ton cœur. Vous savez, il y a le brigand sur la croix. Nous connaissons tous cette histoire. Tout à fait. Il était sur la croix avec Jésus. Le 24 décembre arrive bientôt là. Donc je me permets un peu de parler de ça. Allons-y. Et c'est là-bas, et c'est sur la croix qu'il a eu son salut. Dans la rue, il faisait du mal aux gens. Dans la rue, il tuait. Dans la rue, il dérobait. Dans la rue, il faisait toutes sortes de mal. Mais là, il s'est arrêté. Là, on l'a obligé à s'arrêter. Et c'était le jour de sa sentence. Mais c'est ce jour-là, quand il recevait sa punition, qu'il a été sauvé. On n'est pas... vivre sur terre, là, ce n'est qu'une partie de notre existence. Notre existence va au-delà de la terre. Va au-delà. La terre, ce n'est que la première étape de notre existence. Il y a la prochaine étape. Voilà pourquoi Jésus pouvait lui dire, ce jour même, nous serons ensemble au paradis. Vous pensez que le jugement que le Seigneur faisait là, il n'avait pas raison, il avait tort. La terre l'avait condamné et Dieu a approuvé cette condamnation. Et il payait. En étant sur la croix, il a payé. Il recevait sa sanction. Mais Dieu ne veut pas seulement sauver notre corps, parce que notre corps, c'est pour vivre ici sur cette terre. Il veut sauver notre âme aussi. Et son âme a été sauvée sur la croix. Et cette âme-là, ce n'était plus pour continuer à vivre ici, mais c'était pour continuer à vivre avec le Seigneur lui-même, parce qu'il a reçu le pardon de Dieu, parce qu'il a compris. C'est sur la croix qu'il a compris. Donc, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Alors, il faut les amener au bon endroit pour qu'ils comprennent et qu'ils réalisent que ce qu'ils font
fait vraiment beaucoup de dommages à leurs proches, dans leur famille. Coach Marie-Gwen, pour sortir rapidement en 1 minute, comment est-ce qu'on doit éduquer finalement, que ce soit nos filles ou nos garçons, pour qu'ils bâtissent des familles et des couples harmonieux? Il faut être un modèle. Oui. Il faut être un modèle pour eux. Il faut être un modèle dans la société, il faut être un modèle dans les relations, il faut être un modèle même dans ta manière de vivre. Parce que ces enfants-là, ce qui va rester, ce n'est pas ce que vous leur direz, mais c'est ce que vous êtes et ce que vous faites au quotidien. Oui. Alors, au quotidien, on leur montre rarement ce qu'on leur dit. Et puis, demain, ils deviennent comme nous et ça ne nous plaît pas. Oui. Et on commence à rechercher des séances de prière, des séances de délivrance eux-mêmes. Mais est-ce que nous-mêmes, on a été le modèle qu'ils devraient être? Je pense qu'il faut être un modèle. Oui. Il est temps que les parents comprennent que pour éduquer mon enfant, ce n'est pas en le mettant dans la meilleure école, ce n'est pas en le mettant dans le meilleur cadre. Tout ça, c'est de bonnes choses, mais il faut aussi être la meilleure personne pour eux. Il faut aussi avoir du temps pour eux. Exactement. Ça, c'est un élément très important. L'amour qu'un enfant comprend, c'est le temps. Oui. Quand tu dis à un enfant « je t'aime », oui, tu vas lui donner des cadeaux, c'est bien. Tu vas lui payer l'école, tu vas lui payer la maison, tu vas lui payer tout ce cadre-là. Tout ça, c'est bien. Et certains, on leur a donné tout ça, mais demain, ils ont dit, ils vont te lâcher, tu ne m'as jamais aimé. Tout à fait. Et justement, le jamais aimé, ça veut dire quoi? Tu n'as jamais eu le temps pour moi. Tu n'as jamais été Tu là. n'as jamais été là. Oui. Tu n'as jamais été là pour me comprendre. Tu n'as jamais été là pour m'assister. Tu n'as jamais été là pour causer avec moi. Tu n'as jamais été là pour comprendre réellement qui je suis. Les enfants ont besoin de temps. Ils ont besoin que leurs parents soient des modèles. Ils ont besoin aussi du temps à passer avec eux. Donc, voilà. Merci, coach Marie-Gwen. Le temps est allé très vite. Nous sommes parvenus au terme de cette émission. Je rappelle que coach Marie-Gwen est coach en thérapie systémique familiale et administratrice de l'école de la famille. C'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission pour aborder le thème violence dans le couple et impact sur la famille. Merci d'être venu. Je te remercie aussi. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir participer aussi à cette émission. Soyez-en sûrs. Pour que les familles soient sauvées, pour que l'harmonie revienne, pour que surtout le paradis entre dans chaque maison. Amen. Vous reviendrez dans cette émission, coach, ça, soyez-en sûrs. Chers auditeurs, merci d'avoir été là. William Tchalak a assuré la mise en onde de ce programme. Sidonie Fikak, j'étais derrière ce micro de présentation. À très bientôt sur les ondes pour une autre édition de Fina Family.